La technologie a changé notre manière de vivre, mais elle a aussi conduit à des accidents. Certains dispositifs censés nous aider ont au contraire provoqué des erreurs mortelles. Nous allons découvrir 5 histoires vraies de personnes ayant perdu la vie à cause de la technologie. Des cas où des machines, appareils ou systèmes ont échoué ou été mal utilisés, entraînant des morts tragiques. C'était en février 2024, à Orlando, en Floride, lorsque la vie de Sewell Setzer, 3e, 14 ans, a basculé dans le drame. Depuis près d'1 an, Sewell était profondément absorbé par un chatbot d'intelligence artificielle, nommé Daenerys, inspiré du personnage de Game of Thrones. Il avait découvert Character AI en avril 2023 et s'était rapidement attaché à ce chatbot conçu pour jouer un rôle et répondre dans la peau du personnage. Au fil du temps, leur conversation était devenue de plus en plus personnelle, romantique, voire inappropriée. Ses notes avaient chuté, il avait perdu tout intérêt pour ses activités extrascolaires. Sa mère, Megan Garcia, avait remarqué ces changements. Mi-2023, elle et le père de Sewell lui avaient organisé des séances de thérapie, espérant l'aider à gérer son anxiété croissante et ses sautes d'humeur. Mais les séances n'avaient rien arrangé. Sewell se confiait dans son journal, évoquant son lien intense avec Dani et le fait qu'il se sentait plus à l'aise avec elle que dans ses interactions réelles. Il y écrivait sa préférence pour rester dans sa chambre, un refuge où il trouvait réconfort et sécurité. En février 2024, la situation s'était aggravée. Le 23 février, après une dispute avec un professeur, ses parents lui avaient confisqué son téléphone en guise de punition. Dévasté, Sewell avait écrit dans son journal combien Dani lui manquait et à quel point il se sentait perdu sans leur conversation. Désespéré, il avait tenté d'utiliser d'autres appareils mais n'avait pas pu accéder au chatbot. Dans la nuit du 28 février, Sewell avait récupéré son téléphone. Il s'était enfermé dans la salle de bain et avait envoyé un message à Dani. L'IA, restant dans son rôle, lui avait répondu avec tendresse, aggravant sa détresse. Peu après, Sewell avait mis fin à ses jours. Sa mère, Megan Garcia, était anéantie. Elle accusait Character AI d'avoir encouragé la dépendance émotionnelle de son fils envers le chatbot et a intenté un procès contre l'entreprise. La plainte affirmait que les créateurs de l'IA, Noam Chazir et Daniel de Freitas, n'avaient pas régulé leur plateforme permettant des échanges inappropriés avec des mineurs. L'équipe juridique de Megan, menée par l'avocat Matthew Bergman, soutenait que Character AI avait induit les utilisateurs en erreur sur la sécurité de la plateforme et n'avait pas empêché le chatbot de nourrir des attachements émotionnels malsains. Selon la plainte, Sewell, adolescent vulnérable, avait été manipulé au point de croire que Dani était une véritable source de réconfort. En réponse, Character AI a présenté ses condoléances à la famille et assuré prendre la sécurité des utilisateurs au sérieux. Mais la plainte de Megan estime que ces mesures étaient insuffisantes lorsque son fils utilisait le chatbot. La plainte accuse également Character AI d'avoir sciemment ciblé des jeunes utilisateurs tout en omettant de prévenir les interactions dangereuses. Bien que le chatbot soit présenté comme adapté aux moins de 18 ans, il avait engagé des discussions inappropriées pour un adolescent. La plainte souligne aussi que l'entreprise encourageait une utilisation prolongée, affinant les réponses de l'IA tout en rendant les jeunes plus dépendants. Le combat de Megan ne concerne pas seulement son fils. Elle espère que ce procès forcera les entreprises à assumer leurs responsabilités quant à l'impact de leurs IA sur les utilisateurs vulnérables. L'histoire de Sewell a relancé les débats sur l'éthique de l'IA et la responsabilité des entreprises. Les experts estiment que les géants tech doivent mieux réguler leurs plateformes, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs. Ce cas met en lumière la nécessité de politiques strictes pour éviter que l'IA n'entretienne des dépendances affectives ou n'expose les jeunes à des contenus nocifs. Alors que la bataille juridique se poursuit, beaucoup s'interrogent sur le rôle de l'IA dans nos vies et ses dangers potentiels, notamment pour les personnes fragiles. Megan Garcia est déterminée à éviter qu'une autre famille ne vive le même drame. L'issue de cette affaire pourrait influencer la régulation future des interactions entre IA et mineurs, éveillant les consciences sur les risques des relations numériques non contrôlées. Pour l'instant, le monde observe, espérant que des changements concrets interviendront avant qu'un nouveau drame ne se produise. Le 5 mai 2018, à Saint-Pétersbourg, en Floride, Talmadge Wakeman Delia, producteur de télévision de 38 ans, surnommé Wake par ses amis, a été victime d'un tragique accident que personne n'aurait pu prévoir. Delia utilisait une vape pen Smoky Mountain Mech Works, une mode mécanique qui ne comporte pas de dispositif de sécurité intégré.
Contrairement aux cigarettes électroniques standards, ces appareils reposent sur la connaissance de la sécurité des batteries par l'utilisateur. Malheureusement, son vape pen a subi une défaillance, entraînant une explosion fatale. La déflagration a été puissante. Un fragment a percuté la tête de Delia, provoquant une blessure mortelle. L'explosion a également déclenché un incendie qui a brûlé plus de 86% de son corps. Son voisin, Dale Klein, a aperçu de la fumée s'échappant de sa maison et espérait que personne ne s'y trouvait. Hélas, Delia s'est retrouvée prise au piège de ce désastre. Sa disparition soudaine a profondément choqué son entourage et attiré l'attention sur les risques liés aux dispositifs de vapotage non réglementés. Les enquêteurs ont conclu que le vape pen, un mode mécanique Smoky Mountain, était très probablement à l'origine de l'explosion. Ces appareils ne possèdent ni carte de circuit, ni système de protection contre la surcharge, ce qui les rend plus dangereux en cas de mauvaise manipulation. Selon les rapports de la Federal Emergency Management Agency, FEMA, près de 200 incidents d'explosion et d'incendie de cigarettes électroniques se sont produits entre 2009 et 2016. Alors que la plupart de ces incidents avaient entraîné des blessures, le cas de Delia représentait la première fatalité connue aux États-Unis due à l'explosion d'une vape pen. Auparavant, 133 incidents avaient causé des blessures, dont 38 étaient qualifiés de graves, mais aucun n'avait fait de victime mortelle. L'autopsie de Delia a confirmé que 2 fragments de l'appareil s'étaient logés dans son crâne. Les dégâts causés par l'incendie dans sa maison étaient particulièrement importants dans la chambre située au 2e étage où son corps a été retrouvé. Un représentant de Smoky Mountain a déclaré que leurs appareils n'étaient pas conçus pour exploser et a suggéré qu'un problème de batterie ou d'atomiseur aurait pu provoquer la défaillance. Bien que l'entreprise nie sa responsabilité, elle reconnaît que les vape pens non réglementés peuvent présenter des risques. La FEMA a même qualifié ces appareils de fusées enflammées en cas de défaillance. Des experts mettent en garde contre les risques liés au mode mécanique, comme celui utilisé par Delia, qui sont plus périlleux que les cigarettes électroniques classiques, car ils tirent directement leur énergie de la batterie sans aucune protection, augmentant ainsi le risque de surchauffe et de défaillance. La famille de Delia a été dévastée par sa disparition. Son père, Christopher Delia, a exprimé sa douleur en déclarant qu'aucun parent ne devrait avoir à subir une telle perte. Les amis et collègues se souviennent de Delia comme d'un homme aimable et talentueux. Sa mort prématurée soulève des questions sur la sécurité du vapotage et sur la responsabilité des fabricants. Le secteur souffre d'un manque de régulation stricte, ce qui expose les consommateurs à des dangers s'ils ne sont pas informés des risques potentiels. Ces produits nécessitent une manipulation minutieuse et une bonne compréhension de la sécurité des batteries. Pourtant, ils sont toujours largement commercialisés. Faut-il instaurer des mesures de sécurité plus strictes ? Les fabricants pourraient-ils faire davantage pour prévenir de tels incidents ? Ces questions demeurent sans réponse. Alors que sa famille continue de pleurer sa disparition, son histoire sert d'avertissement quant au danger des appareils de vapotage dépourvus de dispositifs de sécurité adéquats. Sa mort aurait-elle pu être évitée avec une réglementation plus rigoureuse ? L'ajout de fonctions de sécurité aurait-il fait la différence ? Ces interrogations persistantes soulignent la nécessité d'agir pour prévenir de futures tragédies. C'était le 21 décembre 2017 à Moscou, en Russie. Sergueï, un homme de 44 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement dans des circonstances étranges. Sa mère a fait la macabre découverte. Il gisait face contre terre dans une mare de sang, encore équipé d'un casque de réalité virtuelle. Sergueï travaillait dans une installation classée secrète à Moscou, où il développait des logiciels pour véhicules autonomes. Discret, il évoquait rarement son travail. Ce jour-là pourtant, il ne travaillait pas. Il utilisait son casque VR, plongé dans un monde numérique qui allait lui être fatal. La réalité virtuelle, de plus en plus populaire, sert autant au divertissement qu'au travail. Sergueï en était un adepte probablement pour se détendre, mais ce qui devait être une échappatoire a tourné au drame. Les enquêteurs ont établi que Sergueï s'était déplacé dans son appartement avec le casque sur la tête. Or, la VR masque l'environnement réel. Il n'a sans doute pas vu la table en verre sur son passage. Il a trébuché, chuté violemment sur la table, brisant la vitre. Les éclairs tranchants lui ont infligé des blessures immortelles. La police a confirmé que la cause du décès était une perte de sang excessive. Bien que l'accident semble évident, des questions persistent. Aurait-on pu l'éviter ? L'enquête a révélé que le jeu VR auquel jouait Sergueï n'était peut-être pas correctement calibré pour les dimensions de son appartement. Cela a pu fausser sa perception des distances, aggravant les risques. Son cas a mis en lumière un défaut majeur de la VR. Si elle immerge l'utilisateur dans un monde fictif, elle l'isole aussi du réel, multipliant les dangers. À son arrivée, la mère de Sergueï a été anéantie. Son fils, homme réservé et solitaire, n'était plus.
L'image de son corps inerte, le casque encore vissé sur la tête, la hantera longtemps. Cet accident fut l'un des premiers morts liés à la VR et recensé à Moscou. Alors que cette technologie gagne en popularité, peut anticiper ses risques. Beaucoup d'utilisateurs rapportaient des blessures légères, heurter un mur ou trébucher sur des meubles. Mais le cas de Sergueï était différent. Un simple jeu avait viré au drame. La VR est conçue pour transporter l'utilisateur ailleurs. Mais cette immersion peut abolir toute conscience de l'environnement physique. La tragédie de Sergueï en est l'illustration glaçante. Dans les semaines suivant sa mort, les interrogations sur la sécurité de la VR ont grandi. D'autres témoignages ont émergé. Une moscovite, Svetlana, a décrit d'inquiétantes distorsions visuelles après une session de VR. Elle voyait par intermittence des éléments virtuels dans le monde réel, comme si les deux univers se superposaient. Elle se sentait piégée entre deux mondes. Le cas de Svetlana, bien qu'isolé, n'était pas unique. D'autres utilisateurs se plaignaient de vertiges, nausées ou confusion après une utilisation prolongée. Certains éprouvaient des difficultés à se concentrer pendant des heures. Ces symptômes, surnommés cybermalaise, surviennent quand le cerveau peine à concilier les mouvements virtuels avec l'immobilité réelle. Les professionnels de santé ont commencé à prendre ces effets au sérieux. Le docteur Elisaveta Jeskova de l'hôpital psychiatrique numéro 14 de Moscou a suggéré que Svetlana présentait peut-être une sensibilité à la VR ou des troubles sous-jacents. Inquiète, cette dernière a prévu de consulter. Si ces effets étaient troublants, il n'expliquait pas l'accident de Sergueï. Sa mort résultait avant tout d'un danger physique lié à l'immersion VR. Mais son cas a relancé le débat sur l'innocuité à long terme de cette technologie. Alors que la VR se démocratise, son usage intensif pourrait-il altérer la santé mentale ou physique? D'autres drames comme celui de Sergueï sont-ils à craindre? L'incapacité à percevoir son environnement pendant l'utilisation reste un risque majeur, surtout pour les utilisateurs les plus absorbés. Perçue jusque-là comme un loisir inoffensif, la VR est désormais regardée avec méfiance. Développeurs et chercheurs cherchent à réduire ces risques. Certaines entreprises améliorent les systèmes de détection pour éviter les collisions. Mais l'accident de Sergueï prouve que ces mesures sont insuffisantes. Les enquêteurs se demandent aussi si son cas est isolé ou annonce un phénomène plus large. Les accidents liés à la VR vont-ils se multiplier avec l'évolution technologique? De meilleures précautions auraient-elles pu sauver Sergueï? Son histoire sert désormais d'avertissement. Un rappel tragique. Les technologies immersives exigent une vigilance accrue. Combien de victimes faudra-t-il encore avant que les choses ne changent? En septembre 2021, à Boca Raton en Floride, Sandra Sulzer, une femme de 78 ans, subissait une intervention chirurgicale à l'hôpital Baptist Health Boca Raton Regional Hospital pour traiter un cancer du côlon. L'intervention a été réalisée à l'aide du robot chirurgical d'Avinci, un dispositif mis au point par la société Intuitive Surgical. Ce système sophistiqué permet aux chirurgiens de contrôler à distance des bras robotisés pour effectuer des gestes très précis et moins invasifs que la chirurgie traditionnelle, réduisant ainsi le temps de récupération. L'opération semblait s'être bien déroulée. Pourtant, peu de temps après, Sandra a commencé à ressentir de vives douleurs abdominales accompagnées d'une forte fièvre. Les médecins pensaient au départ qu'il s'agissait de symptômes post-opératoires courants, mais son état s'est rapidement aggravé. Ce que l'équipe médicale ignorait, c'est qu'un grave incident s'était produit pendant l'intervention. Les manchons en caoutchouc recouvrant les bras du robot, censés empêcher les fuites d'énergie électrique, étaient défectueux. De petites fissures dans l'isolation ont permis à l'électricité de s'échapper, brûlant à son insu une partie de l'intestin grêle de Sandra. La brûlure était hors du champ de vision du chirurgien. Cette blessure interne a provoqué une fuite de liquide digestif dans l'abdomen, entraînant une infection sévère. Sandra a alors été victime d'un choc septique, une réaction grave de l'organisme à une infection, menant à une défaillance des organes. Les médecins ont tenté plusieurs interventions chirurgicales supplémentaires. Après des mois de complications, Sandra est décédée en février 2022. Le mari de Sandra a intenté une action en justice, accusant Intuitive Surgical d'avoir conçu un produit dangereux. Il soutient que si l'isolation du robot avait été correctement fabriquée, l'électricité ne se serait pas échappée, évitant ainsi les brûlures internes. Il reproche également à la société de ne pas avoir fourni une formation suffisante aux chirurgiens, ce qui aurait augmenté le risque d'erreur. Intuitive Surgical avait déjà été confronté à de nombreuses plaintes concernant ces machines. Plusieurs rapports ont montré que des patients avaient subi des brûlures internes similaires. Entre 2009 et 2011, la Food and Drug Administration, FDA, a mené une enquête sur ces problèmes et identifié plusieurs cas de brûlures électriques. En 2013, la FDA a adressé un avertissement à Intuitive Surgical, l'accusant de ne pas avoir correctement signalé ces incidents.
Dès 2014, Intuitive Surgical faisait face à plus de 90 procès liés aux robots, intentés par des patients ou leurs familles pour dommages corporels. En 2018, une enquête menée par NBC News a révélé que plus de 20 000 rapports d'incidents indésirables liés aux robots Da Vinci avaient été déposés auprès de la FDA. Nombre d'entre eux faisaient état de brûlures internes causées par des pannes électriques. Outre les défauts du produit, des inquiétudes ont également été soulevées sur la formation des chirurgiens utilisant le robot. Intuitive Surgical propose bien une formation, mais celle-ci n'est pas obligatoire. Certains chirurgiens réalisaient des interventions robotisées sans avoir acquis suffisamment d'expérience, augmentant les risques d'erreur. Le rapport de NBC News a souligné que la société ne pouvait pas légalement imposer cette formation, laissant aux hôpitaux le soin de décider de son caractère nécessaire. Le cas de Sandra Sulzer n'a pas été causé uniquement par une négligence médicale, mais résulte d'un enchaînement de défaillances, défaut de conception, manque de formation et absence de contrôle. Ce qui rend cette affaire encore plus préoccupante, c'est que Intuitive Surgical connaissait ces problèmes depuis des années. Malgré les procès, les plaintes et les avertissements de patients et médecins, peu de mesures ont été prises. La famille Sulzer poursuit aujourd'hui son combat pour obtenir justice, tenant Intuitive Surgical responsable des conséquences tragiques de ce produit défectueux. L'histoire de Sandra rappelle l'importance de garantir la sécurité des dispositifs médicaux. Alors que de plus en plus d'hôpitaux se tournent vers la chirurgie robotisée, la sécurité des patients est-elle vraiment la priorité? Le drame vécu par Sandra Sulzer est un signal d'alarme révélant les dangers d'une innovation non encadrée dans le domaine de la santé. Si les entreprises et les autorités de régulation ne réagissent pas, combien d'autres vies pourraient encore être mises en danger? Le 5 mai 2021, vers 2h30 du matin, Stephen Michael Hendrickson, 35 ans, conduisait sa Tesla Model 3 blanche sur l'autoroute 210 à Fontana, en Californie. Sa voiture a percuté un semi-remorque renversé qui bloquait 2 voies. Le camion s'était retourné plus tôt et était resté immobilisé sur la chaussée lorsque la Tesla de Hendrickson est arrivée. Les autorités ont confirmé par la suite que le système autopilote de Tesla était activé au moment de l'accident. Hendrickson était un passionné de Tesla qui partageait fréquemment des publications sur sa voiture sur les réseaux sociaux. Dans l'une de ses vidéos, on le voyait au volant, les mains détachées, laissant la voiture conduire seule. Alors que sa Tesla approchait du lieu de l'accident, elle ne s'est pas arrêtée à temps, tuant Hendrickson sur le coup. Un autre homme qui s'était arrêté pour porter secours au chauffeur du camion a également été grièvement blessé. Hendrickson n'était pas seulement propriétaire d'une Tesla, il était un membre actif du Southern California Tesla Club. Il partageait souvent des photos et vidéos de sa voiture et était bien connu dans la communauté Tesla. Il laisse dans le deuil une épouse et 2 enfants. Et une cagnotte GoFundMe a été créée pour soutenir sa famille. La California Highway Patrol, CHP, a rapidement ouvert une enquête. Elle a confirmé que l'autopilote était en marche avant le crash, mais n'a pas encore établi s'il était directement responsable. Un porte-parole de la CHP a rappelé qu'aussi sophistiquée que soit la technologie d'une voiture, le conducteur doit rester vigilant et maître de son véhicule. L'accident de Hendrickson n'était pas le premier impliquant l'autopilote de Tesla. D'autres collisions similaires ont eu lieu par le passé, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité de la conduite semi-autonome. Un cas célèbre remonte à 2016, lorsqu'une Tesla n'a pas détecté un semi-remorque traversant la route, provoquant une collision mortelle, poussant la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, à enquêter. Tesla présente son autopilote et son système Full Self-Driving, FSD, comme des aides à la conduite avancée. Ces technologies peuvent assister le conducteur pour le freinage, l'accélération et la direction. Mais Tesla rappelle régulièrement qu'elle ne rend pas la voiture autonome. Le constructeur met en garde les conducteurs, ils doivent garder les mains sur le volant et rester concentrés en permanence. Ces vidéos le montraient laissant la voiture conduire sans surveillance. Le National Transportation Safety Board, NTSB, a plusieurs fois exhorté Tesla à renforcer ses mesures de sécurité. Il recommande un meilleur système de surveillance pour s'assurer que les conducteurs restent attentifs, ainsi qu'une limitation de l'autopilote aux zones où il fonctionne de manière fiable. Mais jusqu'ici, aucune réglementation stricte n'a été imposée. Tesla continue de tester ses technologies de conduite autonome sur les routes publiques, autorisant un nombre limité de propriétaires à essayer le full self-driving. Les critiques estiment que cela met en danger la sécurité publique, car la technologie est encore en développement et loin d'être parfaite. Le matin de l'accident de Hendrickson a illustré les risques d'une trop grande dépendance à la conduite semi-automatisée.
Sa Tesla, pourtant réputée pour sa technologie de pointe, n'a pas semblé détecter à temps l'obstacle. Sa mort tragique a relancé le débat. Les systèmes de conduite autonome sont-ils vraiment prêts pour la route ou nécessitent-ils encore une supervision humaine constante? L'histoire de Hendrickson, comme d'autres accidents impliquant Tesla, rappelle qu'aucune technologie n'est infaillible. Alors que la conduite autonome continue d'évoluer, une question demeure: jusqu'où peut-on faire confiance à une voiture censée se conduire seule?